Merci d'être là pour cette deuxième journée de l'école francophone internationale. Il y a encore, je suis très content de vous revoir aujourd'hui. Les ateliers d'hier étaient très cool, la journée d'hier était très cool globalement. Révolutionnaire, le soir était très cool. Et aujourd'hui, du coup, on est à l'atelier sur l'inflation. Je pense que l'inflation, bon, on en a parlé dans les perspectives mondiales, c'est un des points les plus chauds en ce moment. Toute la classe ouvrière est touchée par ça. Tout le monde voit en fait juste son salaire diminuer avec l'inflation. Et en Suisse, on a dit que l'inflation, elle est un peu moins élevée qu'ailleurs en Europe et ailleurs dans le monde. Officiellement, c'est 3,3% en Suisse. Mais en fait, si on compte avec ça les assurances maladie, les primes d'assurance maladie qui augmentent, on enlève en fait les choses qu'il y a juste. Pardon. Si on enlève les choses qu'il n'y a que des capitalistes qui achètent, genre des machines, des usines, des choses comme ça, l'inflation elle est plus autour de 5-7% en Suisse aussi. Et probablement plus en fait pour les couches les plus pauvres de la population. Mais ailleurs, comme on a entendu, c'est 10, 12, 15%. Et ça, c'est autant de coupes de salaire. En fait. 15% de coupes de salaire, c'est énorme. Et en tant que marxiste, c'est une question primordiale de comprendre l'inflation et la monnaie d'un point de vue scientifique avec une analyse économique marxiste. Et de comprendre aussi qu'est-ce que c'est les implications de l'inflation, qui paye pour cette inflation et comment la combattre. Et ça va être le sujet de la présentation de Verso. Je laisse la parole. On peut peut-être ouvrir ça un petit peu pour que ça ne dérange pas à chaque fois. Et du coup, 45 minutes de discussion, 15 minutes de pause, 50 minutes non, 45 minutes de lead-up, 15 minutes de pause, 50 minutes de discussion seulement. Et tout d'abord, j'aimerais bien souhaiter la bienvenue à Watsala, une camarade du Sri Lanka qui est par hasard à Genève aujourd'hui et qui me rejoint. C'est vraiment un énorme plaisir de t'avoir ici et en bienvenue de tout le monde. Donc, comme Ivan a déjà un peu annoncé, l'inflation, elle se trouve vraiment au cœur de la lutte de classe dans le monde entier. C'est l'inflation qui a déclenché le mouvement ou alimenté le mouvement au Sri Lanka. En Iran, comme on a entendu hier, un salarié moyen, il dépense 90% aujourd'hui de son salaire pour la nourriture. Et aussi, les principales luttes dans les pays de la section de l'école francophone internationale ont été alimentées par l'inflation. En France, la grève des raffineries, les travailleurs de l'éducation au Canada, les transports publics ici à Genève. Et l'inflation, ce n'est pas la raison de ces luttes. La raison, c'est l'impasse du capitalisme et les attaques qui en découlent depuis des décennies. Mais l'inflation est vraiment beaucoup d'huile dans une situation sociale qui est déjà tendue. La perte de pouvoir d'achat tire vraiment les travailleurs du monde entier dans le combat, dans la lutte. Et les bourgeois n'ont pas d'explication, n'ont pas de réponse à l'inflation. Pendant plus d'une décennie ou même plus, ils ont souri avec grande arrogance au danger de l'inflation par l'argent bon marché. Quand l'inflation elle a augmenté il y a un an, ils ont dit que ça n'allait être que temporaire et de toute façon, on est entré dans une nouvelle grande ère de boom économique. Et la réalité, 12 mois après, les affaires ont juste complètement ridiculisé. Mais pour eux, toute la crise, toute l'inflation, tout ça, c'est rien d'autre qu'un malheureux enchaînement d'hasard. Poutine, le Covid, les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, tout ça, c'est accidentel. Mais au même moment, les bourgeois, ils sont aussi très, très clairs sur un point, parce que comme tous semblent être des cas isolés, sans système derrière, tout le monde doit faire des sacrifices. Et sous le capitalisme, ça signifie que c'est la classe ouvrière qui paye pour l'inflation, qui paye pour la crise. Je pense en France, j'ai regardé encore hier soir, l'inflation alimentaire a grimpé à 12%, l'inflation énergétique a grimpé à 19%,
alors que le chômage et la pauvreté, elle augmente rapidement. Non? Donc, la classe ouverte, et c'est une situation similaire, la classe ouverte paye dans tous les pays. Mais les explications non scientifiques, les explications empiriques, non systématiques des bourgeois ont encore un autre but, notamment de masquer les rapports dominants. Et en effet, sous le capitalisme, les lois du système opèrent majoritairement en secret. Les lois de la monnaie, les lois des prix, les lois des marchés, ça nous domine sans que la plupart des gens en aient vraiment conscience. Et c'est pour ça qu'on est là. Avec le marxisme, on peut justement donner une explication scientifique pour les lois qui nous dominent. Les bourgeois nous disent tout est accidentiel, tout le monde, donc les salariés, doit faire des sacrifices. Et seul le marxisme nous permet de dire de manière fondée, non, le chaos de l'économie mondiale, les crises et l'inflation, ça reflète l'impasse profonde du système capitaliste dans son ensemble. Et donc, la classe ouvrière ne doit pas payer pour la crise, mais elle doit lutter activement pour le renversement de ce système. C'est la base, mais c'est fondé sur une bonne compréhension de l'histoire de l'humanité et des perspectives de la lutte de classe. Donc c'est quoi finalement? C'est quoi l'inflation? La définition de l'inflation, c'est une perte de pouvoir d'achat d'une monnaie, c'est une augmentation générale des prix due à la dévaluation d'une monnaie. Mais qu'est-ce qui détermine les prix et qu'est-ce qui détermine les changements de prix? Et ce que Marx a dit, je pense, de plus important sur le prix, c'est que les prix, ce n'est pas quelque chose de subjectif, ce n'est pas subjectivement arbitraire, mais les prix suivent des lois objectives qu'on peut comprendre, qu'on peut saisir. Les prix, c'est les prix des marchandises. Les prix sont l'expression monétaire de la valeur des marchandises. Un t-shirt, il coûte 10 francs et ça montre déjà, pour comprendre les prix, il faut comprendre la marchandise et la valeur des marchandises. Une marchandise, c'est un produit du travail humain qui est produit pour le marché. C'est ce qui caractérise une marchandise produite pour le marché. Les êtres humains, ils produisent depuis très longtemps. Par exemple, dans le passé, on a produit des lances pour faire de la chasse ou un paysan féodal qui travaille la terre pour produire du blé. Mais ça, ce n'est pas une production pour le marché. Non? Avant le capitalisme, la plupart des produits du travail humain n'étaient pas produits pour le marché, n'étaient pas échangés sur un marché. Déjà avant le capitalisme, il y avait une certaine production pour le marché. Il y avait certains marchés antiques, certains marchés féodaux, par exemple, mais c'était seulement une très petite partie de la production sociale générale. Et ça change avec le capitalisme. Le capitalisme est un système de production marchande généralisée. En fait, tout sous le capitalisme est produit et destiné au marché. Et ça signifie que sous le capitalisme, la production n'est pas destinée à la satisfaction directe des besoins, mais à l'échange et finalement au profit. Pour que une marchandise puisse être échangée sur le marché, elle doit remplir deux grands critères. D'abord, une marchandise, elle doit avoir une valeur d'usage, c'est-à-dire une certaine utilité, sinon personne ne va l'acheter. Mais les marchandises doivent avant tout avoir une valeur d'échange. Elles doivent pouvoir être échangées sur le marché contre d'autres marchandises, échangées contre d'autres marchandises. Et aujourd'hui, dans le capitalisme développé, toutes les marchandises sont en fait échangées contre la marchandise monnaie. Mais avant de parler de la monnaie, il faut impérativement comprendre ce qui détermine la valeur des marchandises.
Donc, les marchandises sont échangées sur le marché contre d'autres marchandises. Et pour ça, il faut pouvoir comparer des marchandises entre elles. Personne ne va échanger une voiture neuve contre un t-shirt ou une voiture neuve contre un billet de 10 francs. Donc, comment on peut comparer des marchandises? Et ça, c'est seulement possible avec un élément qui se trouve dans toutes les marchandises. Et l'élément qui se trouve dans toutes les marchandises, c'est le travail humain. Le travail humain se trouve dans toutes les marchandises, dans la voiture neuve, dans le t-shirt et dans la pomme que j'achète au supermarché. La valeur d'une marchandise, elle est déterminée par la quantité de travail humain qu'elle contient. Si une voiture a plus de valeur qu'un t-shirt, c'est parce qu'elle contient beaucoup plus de travail humain. Et dans une voiture, il n'y a pas seulement du travail humain direct, vivant, c'est-à-dire juste les derniers travailleurs qui ont assemblé la voiture finale, mais dans une voiture se trouve aussi du travail indirect, mort, qui a été nécessaire pour toute la production antérieure, par exemple pour la production de machines qui ont permis de construire la voiture dans son ensemble. Donc, la valeur de la marchandise, c'est le travail, c'est le temps de travail socialement nécessaire. Maintenant, on peut comprendre aussi ce qui détermine les prix. Les prix ne sont pas déterminés subjectivement, arbitrairement, mais les prix sont l'expression monétaire de la valeur du marchandise. C'est-à-dire les prix sont l'expression monétaire du temps de travail socialement nécessaire pour la production d'une marchandise. Mais c'est seulement une expression, ce n'est pas la même chose. Les prix fluctuent toujours autour du temps de travail socialement nécessaire, mais sont aussi influencés, par exemple, par les forces du marché. Lorsqu'il y a beaucoup plus de demandes pour une marchandise que de l'offre, les prix augmentent. Par exemple, en Suisse, on a régulièrement une forte pénurie de beurre parce que ici en Suisse, on préfère produire du fromage à partir du lait. Et surtout autour de Noël, lorsqu'il faut faire beaucoup de fondue et tout ça, le beurre se fait souvent rare en Suisse et les prix du beurre augmentent. Alors que la production du beurre ne nécessite pas plus de travail humain, non? C'est le même beurre. La valeur du beurre reste la même, mais les prix augmentent. Et les prix peuvent aussi s'écarter de la valeur réelle, par exemple en situation de monopole important. Ça, je pense, on comprend assez vite. C'est l'iPhone, par exemple, il coûte nettement plus cher qu'un autre smartphone, mais pas forcément parce qu'il contient plus de travail humain, mais parce que Apple occupe une certaine position de monopole sur le marché des smartphones. Et Marx a toujours souligné que les prix peuvent fluctuer. Les prix peuvent fluctuer, mais ils fluctuent toujours autour de la valeur, autour du temps de travail socialement nécessaire. Et ces bases, je pense, ces bases sur la valeur et les prix sont vraiment indispensables pour comprendre la monnaie et pour comprendre aussi l'inflation finalement. On a dit que les prix sont la forme monétaire de la valeur. Un t-shirt, il coûte 10 francs, genre une pomme coûte 1 franc. Et dans la monnaie, dans ces francs, donc cette monnaie, ces francs, c'est une mesure universelle de la valeur. La monnaie peut exprimer la valeur de toute marchandise. Et la monnaie, elle n'a pas toujours existé. Elle est directement liée au développement des marchandises. Dans les sociétés antérieures, dans ce qu'on appelle le communisme primitif, il n'y avait pas de classe et pas encore d'échange. Les gens vivaient majoritairement du jour au jour. Il n'y avait donc pas d'échange, rien à échanger. Et comme il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas encore de marchandises et il n'y avait pas encore besoin de monnaie. La monnaie naît avec le développement de l'échange, avec le développement de la production marchande. Donc, différentes tribus commencent à échanger entre elles. Au début, il y a du troc, de l'échange en nature. Par exemple, on échange du cuir contre des bonnes lances ou quelque chose comme ça. Mais avec le temps,
l'échange, il prend plus d'importance. À un point, l'échange et le commerce sont devenus si importants que le troc en nature est tout simplement trop contraignant. Ça limite extrêmement le commerce si je dois à chaque fois amener tout mon cuir quelque part pour l'échanger. Et surtout si à chaque fois que je veux échanger, je dois trouver quelque chose, quelqu'un qui cherche exactement ce que j'ai et que lui, il a exactement ce que moi je veux. Non, c'est extrêmement contraignant. Et donc, l'échange, il a besoin d'un représentant d'une marchandise qui peut être échangée contre toutes les autres marchandises. Et cette marchandise, ça, c'est la monnaie. La monnaie est une équivalence universelle, justement une marchandise contre laquelle toutes les autres marchandises peuvent être comparées et contre laquelle toutes les autres marchandises peuvent être échangées. Et donc, il est important de voir que la monnaie n'a pas été inventée ou planifiée consciemment, mais la monnaie émerge en raison de la nécessité sociale d'entrer en échange et d'étendre l'échange. La monnaie, cette équivalence universelle, a pris de nombreuses formes dans l'histoire. Dans le passé, il pouvait s'agir par exemple de graines de cacao ou de coquillages, mais la forme, disons, classique, qui a longtemps dominé les civilisations, c'était des pièces en monnaie, des pièces de monnaie en métaux précieux, souvent en or ou en argent. Et ces métaux précieux comme monnaie, ça, ce n'était pas un hasard, mais c'est précisément parce que l'extraction de l'or, de métaux précieux, de l'argent, nécessite beaucoup de travail humain. Ça signifie que des métaux précieux, l'or et l'argent, ça contient beaucoup de valeur et qui sont donc très bien disposés à être échangés entre toutes les autres marchandises. Mais à un moment donné, avec l'expansion des échanges, les pièces en monnaie et les pièces de monnaie en métaux précieux sont devenues, eux, également trop contraignants. Parce que si on doit faire beaucoup d'échanges, c'est vraiment pas très pratique d'amener tout son or à chaque fois que je veux faire de l'échange. Et donc, on voit l'émergence de la monnaie papier. On voit, et la monnaie papier, ça permet toujours aujourd'hui d'échanger des billets de banque qui, eux, représentent une certaine quantité de valeur. Le billet de banque, ce bout de papier, qui contient en lui-même très peu de travail humain, peu de valeur, mais un billet de banque représente un certain nombre de valeurs, un certain nombre de temps de travail humain. Et enfin, comme prochaine étape, lorsque l'échange s'étend toujours plus, nous avons le développement de la monnaie numérique, digitale, des simples chiffres sur un écran. Donc, de plus en plus, la monnaie est devenue un simple symbole de la valeur, une pure représentation de la valeur. Et le développement de la monnaie, ça a été un énorme stimulant pour le développement du commerce, de l'échange et finalement du capitalisme. La monnaie est un véritable facilitateur pour tout le flux de production et d'échange de marchandises. L'or a jeté les premières bases pour un commerce international. Avec l'or, on a pu franchir pour la première fois des barrières spatiales et temporelles pour l'échange. Et avec les billets de banque, on a pu se détacher de la disponibilité permanente de métaux précieux, et ce qui a rendu le commerce encore plus rapide et plus dynamique. Et avec la monnaie numérique, les transferts électroniques en monnaie, on a en fait un marché mondial qui est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ce que je veux dire avec ça, c'est que l'histoire de la monnaie, c'est l'histoire de l'échange des marchandises, ou plus généralement dit encore, l'histoire de la monnaie, c'est l'histoire de la poussée objective des forces productives vers le développement et vers l'extension. Mais avec ces développements de la monnaie, il y a aussi des énormes instabilités qui s'installent, entre autres, ou aussi, surtout, l'inflation. Face avec ces développements de la monnaie, c'est qu'il est possible que des symboles monétaires soient détachés
découplé des valeurs réelles dans la société, qu'il y ait plus de monnaie en circulation que des marchandises réelles, qu'il y ait plus de symboles de valeur que des valeurs réellement créées. Et c'est pour ça que des tendances inflationnistes sont implicites au système capitaliste d'aujourd'hui. Comme les économistes bourgeois, ils adorent dire, tout le reste étant égal, si les valeurs des marchandises en circulation restent identiques, valeur des marchandises en circulation reste identique, mais la quantité de monnaie en circulation est doublée, donc les prix vont doubler. Si, encore dit d'une manière encore différente, il y a donc plus de monnaie en circulation, ce qui fait augmenter la demande de marchandises, alors qu'il n'y ait justement pas plus de marchandises, pas plus de valeur. Et donc, la demande dépasse l'offre, les prix augmentent, il y a inflation. Ouais. Mais ce qu'on doit vraiment comprendre, c'est que en réalité, tout le reste n'est pas égal, non? Genre, ce processus très abstrait que les bourgeois définissent comme ça, ce processus doit être examiné concrètement sur le plan historique. Comment le capitalisme s'est développé et qu'est-ce que ça signifie pour le système monétaire? Si on commence au 19e siècle, le siècle de la véritable ascension du capitalisme, au 19e siècle, le système monétaire dominant, c'était l'étalon or. Toutes les monnaies nationales étaient directement liées à l'or, aux réserves d'or des banques nationales. Donc, les monnaies nationales avaient encore un ancrage direct dans la valeur des marchandises. Et ça donnait une certaine stabilité au système monétaire, mais cette relative stabilité n'était possible que sur la base d'un capitalisme ascendant, de décennies de croissance économique sous la domination de l'impérialisme britannique. Et au début du XXe siècle, le capitalisme entre dans son stade impérialiste. Le capital dépasse les frontières de l'État-nation et se répand sur tout le globe. Et à un certain point, les marchés mondiaux sont saturés. Le monde est donc partagé entre les grands monopoles. Le monde est partagé entre les grandes puissances. Mais le problème, c'est que le monde est c'est pas quelque chose d'infini. Le monde est quelque chose de fini, non? Et de l'autre côté, le capital, c'est quelque chose qui doit continuellement s'étendre, non? Donc, la Première Guerre mondiale, c'est la lutte entre les impérialistes pour le partage et pour le repartage des marchés mondiaux et des zones d'influence. Le capitalisme mondial entre dans sa première grande crise organique. La période qui suit la Première Guerre mondiale, elle est marquée par deux grands processus liés. D'une part, d'un profond protectionnisme, un retrait du commerce mondial en raison des tensions impérialistes, des tensions entre les États-nations. Et de l'autre part, la période après la Première Guerre mondiale est marquée par une longue crise économique qui s'étend jusqu'aux années 30 avec ce qu'on appelle la Grande Dépression. Et voilà maintenant le point essentiel. Tous ces phénomènes de crise capitaliste, c'est-à-dire la guerre, le protectionnisme, la Grande Dépression, sont financés par les gouvernements capitalistes de la même manière, à savoir en imprimant de la monnaie en masse. Les États impriment de la monnaie pour financer leurs dépenses de guerre. Les États impriment de la monnaie pour financer le protectionnisme, qui est très coûteux. Et les États impriment de la monnaie pour stimuler artificiellement leur économie en crise. Et ce qui se passe avec ça, c'est qu'il y a une grande création de ce qu'on appelle le capital fictif. Ça veut dire on injecte dans l'économie de la monnaie qui n'a pas de contrepartie réelle dans la production de marchandises. Avec le capital fictif, on promet des valeurs
sans qu'il y ait des réelles valeurs derrière. Et au même moment, l'économie mondiale se contracte en raison du protectionnisme, des conséquences de guerre et de la crise économique de la Grande Dépression. Ce cocktail toxique qui a posé les bases, qui a jeté les bases pour l'hyperinflation des années 20 et 30. Et je n'ai pas le temps ici et peut-être quelqu'un pourrait intervenir dans la discussion. Mais pour le système monétaire international, cette période de grande turbulence signifie que l'étalon or est devenu caduque. Les États avaient imprimé de la monnaie vraiment en masse, indépendamment de leurs réserves d'or. L'étalon or, du coup, l'étalon or est devenu trop rigide pour les besoins des capitalistes et de leur gouvernement. Après la Seconde Guerre mondiale, l'étalon or a donc été remplacé par le système qu'on appelle le système de Bretton Woods. Dans le système de Bretton Woods, le dollar est devenu la monnaie mondiale. Toutes les autres monnaies nationales étaient liées au dollar. Et le dollar était lié à l'or. Et ça signifiait que la monnaie mondiale, le dollar, et toutes les autres monnaies en conséquence, avaient encore un certain ancrage matériel dans la production matérielle, à savoir essentiellement le fait que 2/3 des réserves d'or mondiales étaient placées à la Banque nationale américaine à Fort Knox. Donc le dollar était ce qu'on appelait considéré comme étant aussi bon que de l'or. Le système Bretton Woods, lui aussi, il a été relativement stable pendant un certain temps. Et la base de cette relative stabilité était la situation de croissance capitaliste exceptionnelle après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle les 30 Glorieuses. C'était vraiment une phase de boom économique extraordinaire avec une croissance économique réelle prolongée où donc des valeurs réelles augmentaient effectivement, non? Mais comme j'ai dit, il s'agissait d'une période exceptionnelle et la crise du capitalisme s'est déjà profilée dans les années 60 et a ensuite été déclenchée par les crises pétrolières des années 70. Et parallèlement à ça, on assiste au déclin relatif de l'impérialisme américain. En 1950, les États-Unis étaient responsables pour environ 50% de la production mondiale. Et déjà en 1965, c'était seulement de 38% et en 1975, de 28% seulement. Donc, et au même moment, l'impérialisme américain devait financer des guerres très coûteuses au Vietnam, par exemple, ou en Corée du Nord. Il fallait donc à nouveau imprimer des masses de dollars pour pouvoir financer ces guerres, tout en période de déclin relatif de l'impérialisme américain et donc en déclin de la monnaie mondiale du dollar. Et donc, avec cette impression de monnaie indépendamment des réserves d'or, le dollar n'était donc au bout d'un moment plus aussi bon que l'or. Et le système de Bretton Woods était donc lui aussi devenu trop rigide pour les besoins expansifs du capital. Bretton Woods s'est effondré et a été remplacé par ce qu'on appelle le régime des monnaies flottantes. Et c'est le régime qu'on connaît encore aujourd'hui. Les monnaies d'aujourd'hui n'ont pas forcément d'ancrage de contrepartie réelle dans la production de marchandises. Le capital, il est libre, ou plutôt le capital fictif, il est libre, et les gouvernements peuvent imprimer de l'argent apparemment comme ils veulent. Les capitalistes et surtout leurs États peuvent en apparence s'endetter en apparence aussi fortement qu'ils veulent. Et c'est effectivement ce qui s'est passé entre
c'est un chiffre assez incroyable, mais entre 1970 et 2008, la masse monétaire aux États-Unis a été multipliée par 13 en 30-40 années et à peu près au même degré en Europe aussi. Et la dette mondiale est passée dans la même période de 125% du PIB mondial à 230% du PIB mondial. Donc, en général, les monnaies flottantes depuis les années 70, ça a conduit à une véritable inondation monétaire, non? Et je pense, avant d'en venir à la période actuelle, je pense que ça fait du bien de tirer quelques conclusions importantes de ce bref résumé du XXe siècle. Comme j'ai déjà dit avant, l'histoire de la monnaie, c'est l'histoire de l'échange de marchandises. Et l'histoire de la monnaie et des systèmes monétaires sous le capitalisme, c'est l'histoire de l'impérialisme, c'est l'histoire des grandes crises capitalistes et c'est l'histoire du besoin du capital de s'étendre. C'est l'histoire de la monnaie sous le capitalisme de se détacher de plus en plus de toute base matérielle. Et je pense ce qu'on doit tirer pour nous comme conclusion, c'est faut aussi voir que c'est impossible de comprendre les phénomènes monétaires d'aujourd'hui sans analyse historique, sans matérialisme historique, sans matérialisme dialectique et sans compréhension du capitalisme, des lois du capitalisme et du développement concret du capitalisme dans son ensemble. Non? Le phénomène monétaire ne sont pas quelque chose de détaché, d'isolé, loin de ça. Et l'histoire du XXe siècle et de la monnaie au XXe siècle, ça montre vraiment le déclin de ce système dans son ensemble. C'est un système qui est de plus en plus incapable de développer réellement les forces productives. Le capitalisme peut de plus en plus seulement se maintenir de manière artificielle avec de la monnaie artificielle et le capitalisme doit de plus en plus étendre artificiellement les marchés capitalistes en créant du capital fictif, c'est-à-dire en promettant des valeurs qui n'existent pas vraiment. Les capitalistes doivent s'acheter de plus en plus de la stabilité politique et sociale avec de la monnaie supplémentaire. Et l'inflation d'aujourd'hui et aussi les montagnes de dettes qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment des preuves du déclin du système dans son ensemble. Un système qui est incapable de développer réellement les forces productives. Donc qu'est-ce qui a causé l'inflation d'aujourd'hui? Après l'introduction des monnaies flottantes, les crédits se sont ensuite vraiment étendus, mais les limites du système ne peuvent pas être étendues artificiellement jusqu'à l'infini. À un moment donné, la bulle de crédit est si grande qu'elle doit éclater. Et ça, c'est ce qui s'est passé en 2007, en 2008, lorsque la bulle immobilière a éclaté aux États-Unis et a déclenché une crise économique mondiale. La crise de 2008 a de nouveau été répandue avec de la monnaie artificielle. On a discuté ça hier avec Jordi. Et en particulier, le quantitative easing a permis d'imprimer de la monnaie et d'augmenter encore une fois massivement la masse monétaire. Mais le quantitative easing des années 2010 n'a pas conduit directement à l'inflation générale, mais seulement à ce que les bourgeois appellent l'inflation des actifs, l'inflation des assets, une inflation sur les marchés boursiers, une inflation sur les marchés immobiliers, autrement dit, de la spéculation. Donc, la plupart de la monnaie imprimée après 2008 n'a pas atterri dans l'économie réelle, n'a pas atterri chez les consommateurs directs, mais justement surtout chez les banques et les autres spéculateurs. En conséquence, le quantitative easing, cette impression de monnaie, n'a pas non plus réussi à résoudre la crise du capitalisme
Et ça, c'est quelque chose que les économistes bourgeois vont juste jamais comprendre. C'est que dans la crise de surproduction capitaliste, ce qui manque n'est pas de la monnaie supplémentaire. Genre, les capitalistes ont des tonnes de monnaie. Ce qui manque, ce sont des possibilités d'investissement rentable dans la production de marchandises, un réel développement de force productive. Le système capitaliste est dans une impasse et la période après 2008 est une preuve flagrante pour ça. Et après, en conséquence, après la crise de 2008, la reprise économique au niveau mondial était la reprise économique la plus faible de l'histoire du capitalisme. Il y avait peu de croissance et il y avait surtout de stagnation. Et en 2019, avant la pandémie, en 2019, déjà 90% de l'économie mondiale était à nouveau en recul. La pandémie déclenche donc la prochaine grande crise qui deviendra ensuite la crise la plus profonde dans l'histoire du capitalisme. Et une fois de plus, les capitalistes n'ont qu'une seule solution, essayer de couvrir la crise sous une montagne de monnaie supplémentaire artificielle. Et il y a vraiment encore une fois des injections de monnaie absolument historiques. C'est du jamais vu ce qui se passe au début de la pandémie. Aux États-Unis, on voit durant les 6 premiers mois de la pandémie, on voit une augmentation de la masse monétaire de 25%. Et c'est énorme aux États-Unis et c'est similaire dans d'autres pays. Et cette fois-ci, la monnaie ne finit pas seulement chez les banques, mais aussi dans l'économie, disons, réelle, typiquement avec l'argent hélicoptère, donc les $1 200 envoyés à tous les ménages américains, ou bien les paiements de chômage partiel ici en Europe. Et la pandémie, elle apporte aussi ses particularités, notamment les confinements, qui sont aussi un confinement de la production, ce qui stoppe partiellement la production et déclenche des gros problèmes de pénurie et de problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, je pense que ça s'appelle goulot d'étranglement en français. Oui. Et on a donc une situation où il y a massivement plus de monnaie sur le marché et en même temps, il y a moins d'offres de marchandises. Plus de monnaie signifie plus de demandes, surtout après la levée des confinements, plus de demandes avec plus de thunes et au même temps, l'offre, elle reste la même ou elle est déprimée. Donc, les prix augmentent, fluctuent en fonction des turbulences sur le marché. La pandémie a été le déclencheur de l'inflation actuelle. La guerre en Ukraine et les chocs de la demande, c'était encore des autres déclencheurs ou des autres amplificateurs. Mais la pandémie et la guerre en Ukraine ne sont pas la cause de l'inflation d'aujourd'hui. La base de l'inflation actuelle a été créée par les développements, mais complètement fous du capitalisme des 100 dernières années, des 30 dernières années. La pandémie et plus généralement les 2-3 dernières années ont mis vraiment à nu toutes ces rêveries keynésiennes, j'espère qu'on pourra parler dans la discussion encore, toutes ces rêveries keynésiennes et aussi réformistes qui croient que la monnaie pousse sur les arbres, que les États peuvent imprimer de la monnaie à volonté pour surmonter des crises. Non, vraiment non. La crise du capitalisme se creuse son chemin, se fraie son chemin, et finalement, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui payent justement avec l'inflation et avec les mesures d'austérité. Mais ce n'est pas seulement les keynésiens, mais aussi l'autre grand courant des économistes bourgeois en matière monétaire, les monétaristes, qui eux aussi sont complètement erronés.
Tout d'abord, sans analyse du capitalisme dans son ensemble, ils ne peuvent, parce que les monétaristes reconnaissent à juste titre que imprimer beaucoup d'argent, ça peut causer l'inflation, à juste titre, mais sans analyse du système capitaliste, ils ne peuvent jamais expliquer pourquoi il y a autant d'argent qui est nécessaire sur le marché et pourquoi il y a si peu d'offres, de production de marchandises. Et après, les monétaristes réduisent vraiment toute la question de l'inflation, toute la question de la crise du capitalisme à la masse monétaire. Pour eux, gérer une crise, c'est vraiment ouvrir, fermer le robinet de la masse monétaire et avec ça, tu peux gérer tout. Mais comme j'ai déjà essayé d'expliquer, l'inflation, c'est vraiment un phénomène très, très complexe, très lié à l'ensemble du capitalisme. Et pour l'inflation, il n'y a pas une seule cause, mais vraiment nombreux facteurs. Et tous ces différents facteurs sont finalement fondés dans la crise du capitalisme. Un élément qui est très important, c'est ce dont Jordi a beaucoup parlé hier et ce qui est aussi partiellement discuté dans l'autre salle, c'est les tensions impérialistes, les tensions grandissantes entre les puissances mondiales et en particulier le protectionnisme. Et ce qui est important pour cette discussion ici sur l'impérialisme, c'est sur le protectionnisme, sur les tensions grandissantes entre les puissances impérialistes, c'est que ça a des conséquences économiques très, très profondes. C'est la déglobalisation ou le nationalisme économique, ça rend partiellement la production effectivement plus chère. Le protectionnisme, ça augmente effectivement les coûts. Des industries entières doivent être relocalisées. Et tout ça, ça demande des gros investissements, non? Et ça signifie, en termes marxistes, ça signifie qu'il faut plus de temps de travail socialement nécessaire pour en fait produire la même chose. Et ça, si vous regardez ça d'un point de vue sociétal, c'est quelque chose d'énormément réactionnaire. On a besoin de plus de travail humain pour produire en fait la même chose, non? Et ça montre vraiment le caractère rétrograde du système capitaliste dans son stade de ça amène un recul du point de vue sociétal. Mais aussi, plus de travail socialement nécessaire, ça pousse les prix véritablement vers le haut, non? Il y a plus de temps de travail socialement nécessaire, ça pousse les prix vers le haut. Et donc, les tensions impérialistes sont un grand facteur dans l'inflation d'aujourd'hui. Et un autre facteur assez important, c'est vraiment ces chocs quasi permanents, quasi constants qu'on observe depuis quelques années dans l'économie mondiale, tels que la pandémie qui n'a toujours pas été résolue, surtout avec la politique de pandémie en Chine, ou la guerre en Ukraine qui mène également à vraiment des grands bouleversements sur les marchés mondiaux. Et maintenant, il y a la crise énergétique qui a également des répercussions profondes dans toute l'industrie, non? Et je pense comme tous les travailleurs de l'industrie et aussi comme tous les consommateurs d'énergie, ils savent, on voit actuellement que ces pénuries et que ces goulots d'étranglement, ça a lieu dans en fait quasi tous les secteurs économiques qui poussent les prix vers le haut et participent donc grandement à l'inflation. Mais ça, ce n'est pas des facteurs hasardeux, accidentels, mais c'est des facteurs qui sont profondément liés à la crise du système capitaliste. La guerre en Ukraine, la crise énergétique, les goulots d'étranglement, la pandémie, tout ça, c'est des facteurs liés à la crise du capitalisme. Tous ces chocs montrent déjà en soi l'instabilité du système, mais ils montrent surtout que ce système anarchique, il est complètement incapable de gérer des imprévus, des problèmes de manière rationnelle.
La pénurie sous le capitalisme, les problèmes qu'on voit aujourd'hui, les pénuries qu'on voit aujourd'hui, c'est complètement artificiel. Il y a assez d'électricité, il y a assez de nourriture, il y a assez de logement, il y a assez de boulot, tout ça. Mais sous le capitalisme, des problèmes, sous le capitalisme, on ne produit pas en fonction des besoins, mais uniquement en fonction des profits. Et sous le capitalisme, on ne trouve pas des solutions rationnelles pour les besoins, pour des problèmes, pour des chocs, mais on trouve aussi des problèmes orientés vers le profit. Et aussi, Jordi a déjà beaucoup parlé de ça, donc je vais couper un peu, mais les capitalistes n'ont pas de solution à l'inflation actuelle. Ils se voient obligés maintenant d'augmenter les taux d'intérêt, donc de retirer de la monnaie des marchés, mais ça pourrait ou ça va déclencher une crise beaucoup plus profonde, comme Jordi l'a expliqué, ou Julien il a très bien parlé de ça hier sur le Canada. Et de l'autre côté, pour vraiment faire quelque chose contre l'inflation, les taux d'intérêt devraient en fait être augmentés de manière encore beaucoup plus drastique que ce qu'ils font actuellement. Mais les bourgeois, ils ont peur de faire ça justement à cause des conséquences vraiment néfastes que ça peut avoir. Donc, on voit vraiment que les bourgeois, concernant la crise et l'inflation, ils se trouvent vraiment entre l'enclume et le marteau. Ils doivent vraiment choisir entre la peste et le choléra. Et bien sûr, l'augmentation des taux d'intérêt, ça peut avoir un certain effet, mais justement, la masse monétaire, ce n'est pas le seul facteur de l'inflation. Les tensions impérialistes, ils augmentent rapidement. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, ça s'intensifie. Le protectionnisme s'intensifie. La guerre en Ukraine connaît une nouvelle escalade. Ils n'ont pas de solution pour les pénuries énergétiques et ainsi de suite. Mais ce qu'il faut tirer comme conclusion de ça, c'est que je pense qu'il faut exclure que l'inflation, elle disparaîtra dans les prochains temps. Non? Elle est là pour rester. Et donc, les salariés, ils vont continuer à devoir payer pour l'inflation que les capitalistes ont créée. Sans aucun doute, la classe ouvrière, elle va être tirée dans la lutte, comme on le voit déjà maintenant, tirée dans la lutte. Et en particulier, l'inflation, elle pose de manière très, très directe la question du contrôle des richesses, de la répartition de richesses dans la société. Les prix augmentent. Qui paye pour ça? Genre, soit les capitalistes payent pour ça, soit les salariés payent pour ça. Il y a très peu d'espace entre ces deux choses. Non? Et face à ça, les réformistes du monde entier, ils posent en fait des revendications salariales inférieures au taux d'inflation. Vraiment, dans tous les pays que j'ai checkés, c'est des revendications salariales inférieures au taux d'inflation, ce qui signifie simplement de faire payer la classe ouvrière pour l'inflation. C'est pour ça que le réformisme, il se trouve dans une impasse vraiment totale, justement parce qu'il n'y a plus de place pour la collaboration de classe. Et finalement, la classe ouvrière, elle sera de plus en plus obligée de se confronter à cet obstacle du réformisme et de chercher des vraies réponses, des vraies explications et des solutions radicales. Et je pense, avec ça, on comprend pourquoi on est en train de mener cette discussion ici. C'est précisément pour cette raison qu'on a besoin d'une compréhension claire, une compréhension scientifique, et seule une compréhension genre marxiste de la monnaie, de la valeur, des marchandises et une analyse concrète du capitalisme, seulement ça permet de vraiment comprendre l'inflation. Je pense qu'il faut encore faire comme point, même si Ivan veut me couper. Je pense qu'il faut absolument encore faire comme point, c'est que l'inflation, avec tout ce qu'on a discuté, l'inflation, ça n'augmente pas la richesse sociale. Non? L'inflation ne crée pas plus de valeur sociale. Mais l'inflation,
représente tout simplement la même richesse sociale avec des prix différents, avec des prix plus élevés. Le gâteau, il n'est pas devenu plus grand. Ce gâteau de la richesse sociale, il s'appelle juste différemment. Mais le problème, c'est que dans le monde réel, dans le vrai capitalisme, ce changement d'appellation, il a des conséquences vraiment, vraiment néfastes. Sous le capitalisme, la classe ouvrière, elle crée toute la valeur. Seule la classe ouvrière crée de la valeur. Mais cette valeur sociale, ce gâteau, est ensuite réparti entre les travailleurs et les capitalistes. La classe ouvrière reçoit les salaires et les capitalistes raflent les profits. Non? Les profits des capitalistes sont toujours le travail non payé de la classe ouvrière. Et ce qui se passe dans l'inflation, c'est que les prix, tous les prix augmentent, 5%, 10%, 120%, tous les prix augmentent, sauf un seul prix, notamment le prix de la force de travail, le salaire. Et ça, c'est effectivement ce qui est en train de se passer. Tous les prix augmentent, mais les salaires restent les mêmes, ou du moins n'augmentent pas aussi rapidement que les prix. Et c'est exactement pour ça que l'inflation dans le capitalisme signifie une grosse redistribution de la richesse sociale et plus précisément une redistribution des travailleurs vers les capitalistes. Il y a aussi une redistribution des petites entreprises aux grandes entreprises, mais la répartition principale a lieu des travailleurs vers les capitalistes. Et donc, l'inflation n'est certainement pas due à la spirale des prix salaires, c'est-à-dire à cette fable réactionnaire selon laquelle l'inflation est déclenchée par des travailleurs avides qui demandent plus de salaire, ce qui fait augmenter les prix. Mais c'est exactement le contraire qui est en train de se produire, non? Les salaires traînent derrière l'inflation. Dans aucun pays, les salaires atteignent le niveau de l'inflation. Et dans le monde entier, on assiste à cette redistribution des travailleurs vers les capitalistes. Et ce que nous voyons à la place, c'est la spirale du profit et des prix. Et c'est certainement pas un argument des profits et des prix. C'est certainement pas un argument purement théorique, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer actuellement. Non? Il y a des records profits, des profits records pour des grandes entreprises, des versements records pour les actionnaires. Et selon certains chiffres, 50 à 70% de l'inflation actuelle sont causés par les prix monopolistiques. Au Canada, j'ai checké quelques chiffres, au Canada, les bénéfices des grandes entreprises ont doublé en 2 ans. En France, le PDG de Total s'est octroyé une augmentation de salaire de 50%. Il gagne désormais, je sais pas, 30 ans de SMIC en un mois. En Suisse, on a bien sûr Nestlé, ce géant multinational. Son chiffre d'affaires, il a annoncé un chiffre d'affaires, une croissance de chiffre d'affaires record de 8,5%. Mais au même moment, ils ont dû avouer que 7,9% était dû aux augmentations des prix. Et peu importe dans quel pays on regarde, la classe capitaliste doit être renversée, expropriée. C'est eux qui ont injecté des tonnes de monnaie artificielle dans l'économie pour sauver leur système. C'est eux qui font ces gros profits monopolistiques avec les goulots d'étranglement, avec les crises. C'est eux qui mènent des guerres impérialistes et politiques protectionnistes. C'est eux seuls qui ont un intérêt à maintenir ce système. La révolution socialiste, elle est vraiment une nécessité historique. Soit les capitalistes, ils restent au pouvoir et conduisent l'humanité de plus en plus profondément dans les crises, dans la barbarie, vers des signes vraiment barbariques. Soit la classe ouvrière prend le pouvoir, mène la révolution socialiste et planifie l'économie démocratiquement selon les besoins des gens et non selon les profits. Mais il n'y a pas de mouvement révolutionnaire sans théorie révolutionnaire et qui veut changer le monde doit le comprendre, doit étudier le marxisme.